L'amiral décoré tournait autour d'elle tel un requin, son uniforme aux galons dorés miroitant sous les néons. Sa voix, mielleuse et moqueuse, fendait l'air alors qu'il s'adressait à l'officier au visage ordinaire devant lui. Commandant, répéta-t-il avec une ironie théâtrale. Commandant de quoi au juste? Du service des photocopies. Un rire nerveux parcourut la salle, celui des jeunes officiers prompts à plaire. Pourtant, quelque chose sonnait faux. La femme resta impassible, imperturbable, comme si rien ne pouvait la déstabiliser. Même lorsque l'humiliation publique redoubla, elle se contenta d'attendre, observant l'amiral avec des yeux calmes, des yeux qui en avaient vu plus que ces hommes n'oseraient jamais imaginer. La salle de briefing de la Naval Air Station Coronado Bay bourdonnait d'une tension contenue à l'approche de l'inspection trimestrielle. Le lieutenant Miguel Santos passait méthodiquement entre les rangées de chaises, les alignant avec la précision d'un maître d'armes. Ses yeux sombres revenaient sans cesse à l'horloge murale. 0700. Encore 90 minutes avant l'arrivée de l'amiral Robert Hensley. Un trimestre de plus, une inspection de plus, grommela le maître principal Harris en disposant les documents de présentation. Santos redressa son uniforme déjà impeccable. L'amiral exige la perfection. Souviens-toi du commandant Rhodes, en septembre dernier, rétrogradé pour une paire de chaussures mal cirées. Harris grimaça à se souvenir. Exactement. Alors vérifie tout 2 fois. Non loin de là, un jeune enseigne pâlit et se mit à frotter frénétiquement ses souliers contre son pantalon. Peu à peu, la salle se remplit d'officiers de tout grade. Les capitaines et commandants entraient par petits groupes, échangeant à voix basse sur les rapports de préparation et les évaluations stratégiques. Les plus jeunes restaient à la périphérie, triplement concentrés sur leurs tâches. Dans un coin discret, presque invisible au milieu du brouhaha, se tenait une femme en uniforme réglementaire. Le commandant Layla Monroe se déplaçait avec une efficacité tranquille, consultant parfois un mince dossier. Son uniforme était d'une rigueur exemplaire, mais sans décoration. Aucune médaille, aucune distinction, rien d'autre que la feuille de chêne dorée de son grade sur le col. Commandant Monroe, murmura une voix grave. C'était le capitaine Marcus Leland, vétéran aux cheveux d'argent et au visage buriné par 30 ans de service. Le protocole propose que vous preniez place dans la section de commandement. Elle lui adressa un sourire poli, avant de refuser d'un léger mouvement de tête. Ici, ça ira très bien, capitaine. Continuons comme prévu. Ma'am, avec tout le respect dû, l'amiral est, disons, attaché aux traditions. Je connais la réputation de l'amiral Hensley, répondit-elle d'une voix égale, ni impressionnée ni inquiète. Cette disposition servira mieux nos objectifs. L'élan hocha la tête, visiblement dubitatif. Comme vous voudrez, commandant. Alors qu'il s'éloignait, il sortit discrètement son téléphone sécurisé et tapa un court message. À l'autre bout de la salle, 2 officiers supérieurs consultèrent simultanément leurs appareils, avant de jeter un coup d'œil rapide à Monroe, puis de reprendre leur conversation. À 07h30 précise, Santos frappa dans ses mains. Tout le monde à sa place. L'amiral arrive dans 15 minutes. Dernière vérification. La salle se transforma aussitôt en un ballet ordonné. Les verres furent remplis, les diapositives vérifiées, les chaises réalignées une dernière fois. Au milieu de cette agitation, Layla Monroe demeurait immobile, îlot de calme, au centre de la tempête. Son regard analytique suivait chaque détail. Parfois, elle notait quelque chose dans un petit carnet en cuir. Aucune nervosité ne perçait sur son visage. À 07h45, exactement, les doubles portes s'ouvrirent dans un fracas maîtrisé. L'amiral Robert Hensley fit son entrée, silhouette imposante drapée de blanc éclatant. À 54 ans, son visage buriné conservait une autorité naturelle. Ses cheveux gris acier étaient découpés courts et 3 rangées de décorations chatoyaient sur sa poitrine, surmontées du trident doré des Navy Seals. « Attention sur le pont !» lança une voix. Tout mouvement cessa. Les officiers se figèrent au garde-à-vous, le dos raide, le regard fixe. L'amiral observa un instant la salle, souverain dans son royaume. Derrière lui se tenait son aide de camp, le commandant Tran Avery, bloc-notes à la plaçant à la main, suivi de 4 autres officiers formant l'habituelle escorte. « Repos !» dit finalement Hensley d'un ton calme mais porteur. Les corps se détendirent légèrement. « Vous semblez fin prêt pour mon arrivée. »
remarqua-t-il en avançant. Espérons que cette préparation dépasse le simple alignement des chaises. Quelques rires forcés fusèrent avant que la séance ne débute officiellement. Le commandant Blake Harlow, responsable des opérations de la base, entama sa présentation sur les indicateurs de préparation. Sa voix mécanique accompagnait les diapositives remplies de statistiques et de tableaux. L'amiral Hensley interrompait parfois, posant des questions précises qui faisaient aussitôt vaciller les jeunes officiers, fouillant dans leurs dossiers pour trouver les réponses. Ces rapports de maintenance sur les systèmes de missiles, fit-il remarquer en désignant l'écran. Ils indiquent une hausse de 14% des temps d'arrêt depuis le trimestre précédent. Expliquez-moi ça. Le commandant Blake Harlow avala péniblement sa salive. Monsieur, nous avons rencontré des problèmes d'approvisionnement pour certains composants spécialisés. Le département logistique a déposé des demandes par 3 canaux différents pour accélérer les livraisons. L'approvisionnement n'est pas censé relever de votre responsabilité, commandant, fit remarquer l'amiral Hensley d'un ton qui laissait entendre exactement le contraire. Oui, monsieur, j'ai personnellement suivi la situation chaque semaine et mis en place une solution temporaire avec des pièces de substitution calibrées dans les marges de sécurité réglementaires. L'amiral hocha lentement la tête, partiellement satisfait. Ce schéma se répéta tout au long du briefing. Hensley décelant les failles, les officiers présentant des plans de secours, et l'amiral acquiesçant à contre-cœur, tout en leur rappelant qu'ils auraient pu faire mieux. Depuis le fond de la salle, le commandant Layla Monroe observait la scène sans rien noter, contrairement aux autres officiers qui griffonnaient frénétiquement. Elle se contentait d'étudier la méthode de l'amiral, chaque question, chaque silence calculé. Lorsqu'il lança une remarque particulièrement acerbe au sujet des protocoles de défense côtière, un léger mouvement, à peine perceptible, fit frémir le coin de ses lèvres. À 8h10, la présentation prit fin. Hensley se leva lentement, faisant rouler ses épaules comme pour chasser l'ennui accumulé. « Eh bien, conclut-il, c'était exhaustif, peut-être même trop. » Un rire poli parcourut la salle. « Passons maintenant à la véritable évaluation, » ajouta-t-il. « En 5 minutes de conversation, on apprend souvent plus qu'en 20 diapositives. » L'atmosphère changea aussitôt. L'amiral se mit à circuler entre les groupes. Avec les officiers supérieurs, il se montrait cordial, échangeant poignées de main et allusions à d'anciennes missions. Avec les officiers intermédiaires, il devenait plus incisif, posant des questions techniques imprévues. Quant aux jeunes, il adoptait un ton tranchant, s'attardant sur le moindre bouton mal fermé ou une posture imparfaite. Chaque échange réaffirmait son autorité absolue, chaque mot témoignait de sa maîtrise du système hiérarchique. Et chaque officier, après son passage, se sentait pesé, évalué, disséqué. « Capitaine Jensen, lança-t-il en apercevant un visage connu, comment se passe l'intégration du nouveau système sonar? Toujours des ennuis avec le sous-traitant? » « Plus maintenant, monsieur, répondit Jensen avec un sourire. Ils ont fini par reconnaître que leurs spécifications étaient erronées. Le contrat révisé nous fera gagner 8 semaines de dépannage. Excellent, capitaine. Je savais que vous les remettriez en ligne. L'amiral poursuivit sa ronde, traînant derrière lui son escorte comme la queue d'une comète. Les jeunes officiers se raidissaient à son approche, puis soupiraient de soulagement dès qu'il s'éloignait. Finalement, sa trajectoire le mena jusqu'au fond de la salle. C'est là qu'il la remarqua pour la première fois. Le commandant Layla Monroe se tenait droite, silencieuse, un mince dossier à la main. Quelque chose dans son calme attira son attention. Ni nervosité, ni envie de plaire, juste une présence assurée. « Et vous êtes » demanda-t-il, un sourcil levé. Elle soutint son regard sans hésiter. « Commandant Layla Monroe, monsieur. » Hensley la détailla lentement du regard, s'attardant sur l'uniforme dépourvu de décoration, puis sur la feuille de chêne dorée de son col. « Commandant » répéta-t-il d'un ton chargé de scepticisme théâtral. « Commandant de quoi, au juste? Du service des photocopies ?» Cette fois, les rires Pomsny fusèrent franchement. Les jeunes officiers, flairant l'occasion de se faire bien voir, redoublèrent d'enthousiasme. Le visage de Monroe resta impassible. « Je suis affecté au Pacific Fleet Command, monsieur. »« C'est bien vague, commandant, » ironisa Hensley en se mettant à tourner autour d'elle comme un prédateur. « De mon temps, un commandant commandait quelque chose, un navire, un escadron, une unité des SEALs. » Il montra son propre insigne d'un geste théâtral. « Alors, dites-moi, commandant,
Que commandez-vous exactement ? La température sembla monter dans la pièce. Certains officiers se balancèrent sur leurs talons, d'autres esquissèrent un sourire gêné. « Je reviens d'une mission prolongée, monsieur, » répondit-elle posément. « Une mission prolongée, » répéta Hensley, mimant des guillemets dans l'air. « Comme c'est mystérieux, peut-être pourriez-vous éclairer notre lanterne ?» Mais Monroe demeura silencieuse, ni défensive, ni provocante. Ce calme, loin de le désarmer, attisait la curiosité de l'amiral. Près de lui, le lieutenant Miguel Santos remarqua quelque chose d'étrange. Le capitaine Marcus Leland avait rejoint un terminal informatique et tapait fébrilement, le visage de plus en plus inquiet. « Monsieur » souffla Santos en touchant discrètement la manche de l'amiral. « Peut-être devrions-nous poursuivre le programme. La démonstration des systèmes d'armes est prête. »« Une minute, lieutenant, » répondit Hensley d'un geste impatient. « Je mène une inspection, justement. Une évaluation du leadership. » Il se tourna de nouveau vers Monroe. « Voyez-vous, commandant, dans la vraie marine, le grade implique responsabilité, autorité et prestance. Ces officiers respectent les galons parce qu'ils savent ce qu'ils représentent, l'expérience, le poids du commandement. » Il se pencha légèrement. « Alors dites-moi, commandant, quel est votre véritable rang dans la vraie marine ?» Un silence lourd s'abattit, puis, soudain, 3 officiers supérieurs, au fond de la salle, reçurent simultanément une alerte sur leurs appareils sécurisés. L'un manqua de s'étouffer avec son eau. Un autre ouvrit de grands yeux, presque comiques. Le 3e officier leva lentement les yeux de son écran vers le commandant Layla Monroe, le visage traversé par une lueur de reconnaissance soudaine. Le lieutenant Miguel Santos observa ses réactions avec une inquiétude croissante. Il se tourna vers le capitaine Marcus Leland, désormais figé devant son terminal, le teint livide. « Monsieur » tenta-t-il à nouveau, plus fermement. « Pas maintenant, lieutenant » coupa sèchement l'amiral Hensley, concentré uniquement sur Monroe, attendant sa réponse. L'atmosphère se modifia subtilement. Les officiers disposant d'un haut niveau d'habilitation échangèrent des regards lourds de sens. Un murmure naquit près du poste du capitaine Leland et se propagea lentement parmi les rangs. Mais Hensley, absorbé par sa joute verbale, restait aveugle à la mutation du climat. « Rien à ajouter, commandant » lança-t-il d'un ton chargé d'ironie. « Je suis certain que nous pourrions tous profiter de votre vaste expérience. » Avant que Monroe n'ouvre la bouche, la sonnerie caractéristique d'un message prioritaire retentit dans la salle. « Amiral Hensley, communication sécurisée en provenance du Pacific Fleet Command, ligne 1, priorité alpha. » L'amiral fronça les sourcils, surpris à la fois par l'interruption et par le niveau d'urgence. Il se tourna vers son aide de camp. « Commandant Avery, prenez le message. Je suis en inspection. »« Monsieur, » répondit Avery à voix basse, « c'est marqué priorité alpha. Le protocole exige une réponse immédiate. » Le visage de Hensley se durcit, mais la discipline ancrée par des décennies de service reprit le dessus. « Poursuivez l'inspection, » ordonna-t-il. « Je reviens tout de suite. » Il jeta un dernier regard appuyé à Monroe, puis quitta la pièce d'un pas rapide, suivi de son escorte. Dès que la porte se referma, le silence se brisa. Des chuchotements s'élevèrent aussitôt de toutes parts. Le lieutenant Santos rejoignit le capitaine Leland, toujours rivé à son écran. « Monsieur, que se passe-t-il ? Qui est-elle » Le capitaine releva enfin la tête, livide. « Avez-vous exécuté le protocole de vérification des officiers avant l'arrivée de l'amiral ?»« Oui, monsieur. Tous les participants ont été authentifiés à partir du registre de la base. »« Le registre de la base ?» répéta Leland d'un ton plat. « Et l'autorisation du commandement conjoint, vous l'avez vérifié ?» Le ventre de Santos se noua. « C'est au-dessus de mon niveau d'accès, monsieur. »« Exactement. » Leland pivota légèrement son écran. Santos aperçut le portrait de Monroe sur un dossier classifié truffé de tampons confidentiels. Diffusion restreinte. Dans la salle, de petits cercles d'officiers s'étaient formés, les plus hauts gradés transmettant à voix basse des bribes d'informations à leurs collègues, dont les visages passaient de la curiosité à la stupéfaction. Des fragments de conversation parvinrent jusqu'à Santos. « Opération Iron Harbor. Je croyais que c'était une mission du JSOC. Le cargo taïwanais ? Impossible. Elle était censée être encore déployée dans la mer des Caraïbes.
Pendant ce temps, Layla Monroe restait exactement à l'endroit où l'amiral l'avait laissée. Elle consulta sa montre avec un calme presque ironique. 3 officiers supérieurs s'approchèrent d'elle. Elle les accueillit d'un simple hochement de tête, sans un mot de plus. Soudain, la porte vola de nouveau ouverte. L'amiral Robert Hensley reparut, le visage livide, toute trace de son assurance théâtrale envolée. Son regard balaya la salle jusqu'à croiser celui de Monroe, immobile près du mur du fond. Le silence se fit immédiat lorsqu'il s'avança vers elle. Sa démarche, habituellement flamboyante, s'était changée en une raideur quasi cérémonielle. « Commandant, commença-t-il avant de se reprendre, je crois que je vous dois la courtoisie d'une adresse appropriée. Monroe le regarda sans ciller, son expression exempte de toute vanité, de toute rancune. Peut-être pourriez-vous, reprit-il d'une voix plus sèche, préciser votre fonction pour le procès-verbal. Un souffle suspendu parcourut la salle. Tous les regards convergèrent vers elle. Elle répondit simplement « Commandant de la flotte Pacific Special Operations ». Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Même ceux qui l'avaient deviné restèrent pétrifiés par la confirmation. Plusieurs officiers se redressèrent instinctivement, les épaules raides. Le visage de Hensley perdit toute couleur. Le titre qu'elle venait d'énoncer la plaçait plusieurs niveaux au-dessus de lui. Un poste qu'il avait autrefois convoité sans jamais l'obtenir. Il ouvrit la bouche, la referma, puis balbutia. Ce poste a été supprimé après la réorganisation du Pacifique. Réactivé le mois dernier, précisa calmement le capitaine Leland, en vertu de la directive 47 Alpha, après le succès de l'opération Iron Harbor. La reconnaissance se peignit sur plusieurs visages. Tous connaissaient les grandes lignes, une extraction secrète de 3 scientifiques nucléaires et de leurs familles depuis un État hostile. Opération menée sans perte, mais restée strictement confidentielle. La main de Hensley trembla légèrement lorsqu'il retira lentement sa casquette. Toute arrogance avait disparu, remplacée par cette rigidité protocolaire qu'on enseigne dès le premier jour à l'académie navale. « Commandant de flotte », dit-il enfin, exécutant un salut impeccable. Autour d'eux, toute la salle se leva d'un seul mouvement, les mains claquant contre les tempes dans un respect unanime. Les saluts claquèrent à l'unisson, une forêt de mains s'élevant dans un geste de reconnaissance tardive. Le commandant de flotte Layla Monroe rendit le salut avec une simplicité empreinte de dignité. « Repos », dit-elle, sa voix désormais assurée, naturelle, sans la retenue calculée d'auparavant. Poursuivez l'inspection comme prévu. Un instant, personne n'osa bouger. La salle semblait suspendue entre 2 protocoles. L'amiral Robert Hensley s'éclaircit la gorge, tentant de reprendre pied dans une situation qui lui échappait complètement. « Vous avez entendu le commandant » lança-t-il. « Reprenez le programme d'inspection. Lieutenant Santos, la démonstration des systèmes d'armes. » Le lieutenant sursauta, arraché à sa stupeur. « Oui, monsieur. »« Tout de suite, monsieur. » Les officiers regagnèrent leur poste, réorganisant la salle autour de ce bouleversement hiérarchique. Monroe s'approcha alors de Hensley, sa voix assez basse pour ne s'adresser qu'à lui. « Amiral, si vous me le permettez, je crois qu'il serait plus efficace que nous poursuivions ensemble. » L'amiral hocha la tête, raide. « Bien sûr, commandant, vos observations seront les bienvenues. » Côte à côte, ils se dirigèrent vers l'écran tactique où l'officier des armes les attendait, visiblement nerveux. Le reste de l'inspection prit une dimension presque irréelle. Les 2 officiers, récemment opposés dans une scène d'humiliation publique, menaient à présent côte à côte une évaluation d'une rigueur exemplaire. Là où Hensley avait été théâtral et intimidant, Monroe se montrait méthodique, chirurgical. Ses questions allaient droit au but, révélant des failles soigneusement dissimulées dans les rapports. Les jeunes officiers qui riaient, quelques heures plus tôt, se tenaient maintenant raides comme des piquets, redoutant le regard perçant de la commandante. « Vos protocoles de défense côtière présentent une vulnérabilité dans le secteur 4, fit-elle remarquer, désignant un point sur l'écran. Quelles contre-mesures ont été mises en place ? L'officier des armes cligna des yeux, déstabilisé. Nous avons augmenté la fréquence des patrouilles et ajouté des drones de surveillance, commandant. Et la zone d'ombre créée par la falaise ? Il hésita. Cette faiblesse n'apparaissait dans aucun rapport. Je ne connais pas de zone d'ombre dans ce secteur, commandant. Monroe hocha la tête, nullement surprise.
Notez de revoir les interférences topographiques. La paroi rocheuse crée une ombre sonare d'environ 2000 nautiques. Elle a été exploitée avec succès à 2 reprises lors des exercices d'opposition. L'amiral Hensley observait l'échange, partagé entre admiration professionnelle et malaise personnel. La compétence qu'il avait publiquement remise en question se déployait sous ses yeux, implacable, révélant des lacunes qu'il ignorait lui-même. De poste en poste, une nouvelle dynamique s'installa. Les officiers s'adressaient à eux deux, mais leurs questions techniques visaient de plus en plus Monroe, dont la connaissance des opérations, des vulnérabilités et des priorités stratégiques trahissait une expertise issue du plus haut niveau du renseignement naval. Dans le centre des communications, elle s'arrêta devant un terminal sécurisé affichant les protocoles de chiffrement. Vous utilisez encore l'algorithme Theta 7 pour les transmissions de routine, constata-t-elle. Oui, commandant, répondit l'officier des communications. C'est la norme pour ce niveau de classification. Passez à oméga 3 dans les 72 heures. La série Theta présente des vulnérabilités détectées lors des récents tests d'intrusion. L'officier jeta un coup d'œil à Hensley, qui acquiesça d'un hochement de tête, bien que son expression trahît qu'il découvrait l'information en même temps que lui. À midi, la partie opérationnelle de l'inspection était achevée. Le groupe se rendit aux messes des officiers pour un déjeuner de travail. La tension s'était muée en une énergie différente, plus contenue, mais palpable. Les jeunes officiers, bien qu'à distance respectueuse, ne pouvaient détacher leur regard de la femme qui, en quelques heures, avait bouleversé l'ordre établi de la base. Autour de la table des supérieurs, la conversation se voulait professionnelle, mesurée. L'amiral Hensley avait retrouvé une certaine contenance, mais son verbe dominateur d'autrefois avait disparu. Dans l'ensemble, les rapports de préparation sont positifs, observa-t-il en s'adressant à Monroe. Vos analyses ont toutefois mis en lumière plusieurs points nécessitant une attention immédiate. L'état de préparation global est satisfaisant, confirma-t-elle. La base a maintenu des standards élevés sous votre commandement, amiral. Le compliment, discret mais sincère, sembla détendre un peu les épaules de Hensley. Votre évaluation de nos vulnérabilités côtières était particulièrement pertinente, ajouta-t-il. J'aimerais savoir comment vous connaissiez aussi bien ces spécificités topographiques. Un léger changement passa sur le visage de Monroe, imperceptible pour quiconque ne l'observait pas attentivement. J'en ai fait usage moi-même, il y a 6 ans. Opération Silent Current. Plusieurs officiers échangèrent des regards. Cette opération figurait parmi les missions les plus classifiées de la marine. Son nom seul évoquait des actions légendaires chuchotées dans les cercles restreints du renseignement. Les sourcils de Hensley se haussèrent. C'était votre opération ? Une parmi d'autres dans cette région, répondit-elle sobrement, sans développer. La conversation s'interrompit lorsqu'un jeune officier s'approcha de la table, une tablette sécurisée à la main. Excusez-moi, commandant, amiral, message prioritaire du Joint Forces Command. Le commandant de flotte, Laila Monroe, prit la tablette, parcourant le message avec une efficacité maîtrisée. Rien, dans son expression, ne trahit le contenu. Lorsqu'elle y eut terminé, elle consulta sa montre, son attitude se tendant d'une détermination nouvelle. Amiral, je vous prie de m'excuser, mais je vais devoir écourter ma participation à cette inspection. On me demande ailleurs. Hensley acquiesça immédiatement. Bien sûr, commandant, le devoir avant tout. Elle se leva. Tout le monde en fit autant, le réflexe protocolaire prenant le dessus. Le lieutenant Santos s'assurera que tous vos besoins logistiques soient pris en charge, ajouta l'amiral. Et je serai reconnaissant de recevoir votre rapport d'évaluation complet dès que possible. Vous l'aurez demain à 0800, confirma Monroe. Elle marqua une légère pause. Encore une chose, amiral, si je puis me permettre. Tout ce que vous voudrez, commandant. Monroe balaya la salle du regard. J'aimerais m'entretenir quelques minutes seul avec vos officiers subalternes. La demande, inhabituelle, suspendit l'air un instant. Mais rien, compte tenu de son grade, ne la rendait inappropriée. Hensley hésita à peine. Bien entendu. Officier supérieur, laissons le commandant s'adresser à notre relève. Lorsque la porte se referma derrière eux, l'atmosphère changea à nouveau. Les jeunes officiers restèrent debout, indécis quant au protocole à suivre. Monroe attendit que le silence s'installe. « Asseyez-vous », dit-elle simplement, sur un ton plus conversationnel que hiérarchique. Ils s'exécutèrent aussitôt,
les regards fixés sur elle avec une curiosité non feinte. Le lieutenant Santos, assis à la table la plus proche, se retrouva malgré lui porte-parole du groupe. « Comment pouvons-nous vous aider, commandant » demanda-t-il. Elle observa la salle pleine de visages attentifs. « Je souhaitais m'adresser à vous directement, sans le filtre du grade et du protocole, » expliqua-t-elle en marchant lentement entre les tables, son allure détendue mais assurée. « Vous avez tous assisté à ce qui s'est passé ce matin. Des suppositions ont été faites à mon sujet, fondées sur mon apparence, l'absence de décoration visible et peut-être d'autres facteurs. » Personne ne répondit, mais quelques têtes s'inclinèrent légèrement. « Je ne suis pas ici pour critiquer l'amiral Hensley. C'est un officier accompli, au parcours exemplaire. Mais je tiens à vous offrir une perspective qui, je l'espère, vous servira dans vos carrières. » Elle s'arrêta près de la table de Santos. « Le pouvoir le plus efficace s'annonce rarement. Les missions les plus cruciales se déroulent souvent sans reconnaissance ni éclat. Et le leadership ne se mesure pas au volume de la voix, mais à l'impact des décisions. » Le silence se fit total, chaque officier absorbant ses paroles. « Beaucoup d'entre vous ont ri ce matin, lorsque l'amiral a remis en question mon rôle et mon grade, poursuivit-elle sans reproche. C'était une réaction naturelle dans ce contexte, mais je vous invite à réfléchir à ce qui a guidé ce rire et à la manière dont ces réflexes peuvent limiter votre efficacité comme officier et comme leader. » Elle croisa le regard de plusieurs d'entre eux, les mêmes qui avaient ricané le plus fort, et ils détournèrent les yeux, mal à l'aise. Les opérations navales modernes exigent des compétences qui échappent souvent aux critères traditionnels. Certaines des missions les plus décisives se déroulent dans l'ombre, menées par des officiers dont les uniformes ne porteront jamais le reflet de leurs accomplissements. Monroe consulta de nouveau sa montre. « Mon transport m'attend, » conclut-elle. « Je vous laisse donc avec une pensée. Jugez la compétence aux résultats, pas aux apparences. La phrase la plus dangereuse dans l'esprit militaire reste « on a toujours fait comme ça ». Et parfois, l'officier le plus précieux de la pièce est celui que personne ne remarque. Avec un bref hochement de tête, un mélange d'autorité et de respect, elle quitta la salle, laissant derrière elle un silence méditatif. Le lieutenant Miguel Santos fut chargé d'escorter le commandant de flotte jusqu'à son véhicule. Ils traversèrent ensemble les couloirs de la base, son pas mesuré, sans hâte malgré la priorité du message reçu. « L'amiral est un officier respecté, » dit-elle en marchant. « Son expérience opérationnelle est considérable. »« Oui, commandant, » répondit Santos. « Il a été un mentor pour beaucoup d'entre nous. »« C'est précieux, » acquiesça-t-elle. « L'expérience mérite d'être partagée. » Elle tourna vers lui un regard attentif. « Quelle est votre analyse des événements de ce matin, lieutenant ?» La question le prit de court. Les jeunes officiers n'étaient pas censés commenter les interactions entre gradés. « Je ne suis pas certain que ce soit à moi d'évaluer, commandant. Considérez cela comme un exercice de développement professionnel. L'analyse du commandement est une compétence essentielle pour progresser. » Santos choisit ses mots avec soin. L'amiral a agi avec des informations incomplètes, ce qui l'a conduit à une évaluation erronée. Lorsqu'il a reçu de nouvelles données, il a ajusté sa position. Monroe esquissa un léger sourire. « Une analyse diplomatique. Essayez à présent sans vous soucier du protocole. » Il hésita, puis se lança. L'amiral a fondé son jugement sur des facteurs superficiels et a utilisé son autorité pour les affirmer publiquement. Quand la réalité l'a contredit, cela a affaibli sa légitimité. Monroe hocha lentement la tête, sans approuver ni contredire. « Et quelle leçon tirez-vous de cette observation ? Qu'un leadership efficace exige une évaluation exacte avant l'action, et que les présomptions peuvent devenir des vulnérabilités opérationnelles. » Très bien analysé, lieutenant. Ils arrivèrent à l'aire de transport où une berline noire sans insigne les attendait, chauffeur au garde-à-vous à côté. « Je soupçonne que vous serez promu commandant plus tôt que prévu. » La remarque, prononcée sur un ton presque détaché mais empreint d'une sincérité évidente, prit le lieutenant Miguel Santos au dépourvu. « Merci, commandant. » Alors que le chauffeur ouvrait la portière arrière, le commandant de flotte, Lyla Monroe, s'interrompit un instant. « Encore une chose, lieutenant. L'amiral recevra mon rapport complet demain matin, mais il y a un point qui ne peut attendre. » Santos se redressa aussitôt.
Le problème de chiffrement des communications que j'ai mentionné plus tôt est plus urgent que je ne l'ai laissé entendre. L'algorithme Theta-7 présente une faille critique détectée il y a 36 heures. Je m'assurerai que l'officier des communications soit immédiatement informé, commandant. Parfait. Les spécifications techniques complètes sont en cours de transmission vers son terminal sécurisé. Elle lui tendit une petite carte de données. Voici les codes d'autorisation nécessaires à la mise à jour. D'un dernier signe de tête, elle monta dans la voiture noire, qui s'éloigna en silence, laissant Santos debout sur le tarmac, le regard fixé sur le véhicule disparu, porteur d'un mélange nouveau de détermination et de questions sans réponse. Lorsqu'il regagna le bâtiment principal, l'atmosphère avait encore changé. Des officiers supérieurs murmuraient en petits groupes, leurs voix basses trahissant la tension. L'amiral Robert Hensley était introuvable. Santos aperçut le capitaine Marcus Leland, penché sur une tablette sécurisée. « Monsieur, où est l'amiral ?»« En communication cryptée avec le Eastern Defense Command, » répondit-il sans lever les yeux. « Cela fait 20 minutes qu'il y est. » J'ai des informations de sécurité urgentes de la part du commandant de flotte Monroe au sujet des protocoles de chiffrement. Le regard de Leland se releva aussitôt. Qu'a-t-elle dit ? Que l'algorithme Theta-7 présente une vulnérabilité critique identifiée dans les 36 dernières heures. Elle a ordonné une mise à niveau immédiate vers Oméga 3 et m'a remis les codes d'accès nécessaires. Il lui montra la carte de données. Le visage du capitaine se durcit. Faites-la parvenir aux communications immédiatement. Priorité absolue. Oui, monsieur. Santos fit un pas vers la porte, puis Hierrob s'arrêta. Monsieur, puis-je poser une question ? Vite, lieutenant. Le poste de commandant de flotte pour l'Atlantic Special Operations. C'est nouveau, n'est-ce pas ? Je n'en avais jamais entendu parler. Leland le regarda longuement, son expression indéchiffrable. Ce poste existe quand il doit exister, lieutenant. Il est activé dans des circonstances précises, pour certaines personnes, dotées de certaines compétences. Au-delà de cela, votre habilitation ne vous permet pas d'en savoir plus. Compris, monsieur. Mais l'opération Iron Harbor, c'était elle, n'est-ce pas ? Le capitaine Leland répondit d'une voix lente et mesurée. Ce que vous avez entendu aujourd'hui appartient à une catégorie de classification bien au-delà de votre accès. Je vous conseille vivement de vous concentrer sur la mise à jour de chiffrement, plutôt que sur des informations susceptibles de compliquer votre carrière. Le message était clair. Santos acquiesça et se hâta vers le centre des communications. L'après-midi s'écoula dans un tourbillon d'activités. La mise à jour de chiffrement devint la priorité absolue. Les officiers des transmissions travaillant sans relâche pour implanter les nouveaux protocoles sur tous les systèmes. L'amiral Hensley réapparut enfin, l'air sombre, et ordonna un exercice de préparation non programmé qui plongea toute la base dans un état d'alerte contrôlé. En début de soirée, Santos se retrouva de nouveau dans la salle de briefing d'origine, désormais transformée en centre de commandement improvisé. Les écrans d'état affichèrent les progrès de la mise à jour de chiffrement en parallèle des résultats de l'exercice. Hensley se tenait au centre, redevenu maître de la situation, mais avec une gravité nouvelle, imperceptible pour ceux qui ne le connaissaient pas bien. « État d'avancement des communications ?» demanda-t-il. « 87% terminé, amiral. » répondit l'officier des transmissions. « Tous les systèmes critiques ont migré vers Oméga 3. Les systèmes secondaires seront mis à jour d'ici 22h00. Résultat de l'exercice ? Temps moyen de réponse. 4 minutes 12 secondes, amélioration de 27 secondes par rapport au trimestre précédent. Hensley hocha la tête, satisfait mais sans éclat. Acceptable. Préparez un rapport complet pour le briefing de demain. Rompez. Les officiers se dispersèrent, mais le regard de l'amiral se fixa sur Santos. Lieutenant, un instant. Santos revint vers lui, au garde-à-vous. Monsieur, vous avez escorté le commandant de flotte Monroe jusqu'à son véhicule. Oui, monsieur. Quelle est votre impression ? La question résonna étrangement familière, presque identique à celle que Monroe lui avait posée plus tôt. Votre impression, lieutenant ? Insista Hensley. Parlez franchement. Santos choisit ses mots avec précaution. Elle est précise, monsieur, autoritaire sans être autoritaire. Sa connaissance de nos capacités et de nos vulnérabilités opérationnelles dépasse nos propres documents de briefing.
Elle vous a parlé de l'opération Silent Current. Seulement en passant, monsieur, elle a évoqué une familiarité avec la topographie côtière issue d'une mission antérieure. Hensley acquiesça lentement. Lieutenant, connaissez-vous le concept de professionnel silencieux? Oui, monsieur, quelqu'un qui accomplit la mission sans rechercher la reconnaissance. Le commandant de flotte Monroe en est l'incarnation, répondit l'amiral, d'une voix inhabituellement pensive. Son dossier, du moins la partie non classifiée, contient plus de réussites que 3 carrières ordinaires. Il se détourna vers la fenêtre. La nuit tombait, les lumières de la base scintillaient comme des étoiles disciplinées. L'opération qu'elle a évoquée, Silent Current, a évité une crise qui aurait coûté des milliers de vies. Personne, en dehors d'un cercle minuscule, ne sait qu'elle a eu lieu. Aucune médaille n'a été remise, aucune mention dans les registres officiels. Sa voix se fit plus basse, presque respectueuse, mais certains services se mesurent de mieux dans le silence. Le lieutenant Miguel Santos garda le silence, comprenant que l'amiral Robert Hensley partageait autant une réflexion intime qu'un exposé de faits. J'ai passé ma carrière à faire en sorte que mes réussites soient reconnues, reprit Hensley, à m'assurer que les bonnes personnes connaissaient mon nom, à bâtir une réputation qui inspire le respect. Il se détourna de la fenêtre. Le commandant Layla Monroe, elle, a passé la sienne à s'assurer que personne ne sache ce qu'elle avait accompli. Elle a opéré dans des environnements où être découverte signifiait l'échec, à la tête d'équipe dont l'existence même est classifiée. Elle semble très efficace, monsieur. Elle est la plus efficace des officiers de marine que j'ai rencontrés en 30 ans de service, répondit-il sans hésitation, et je l'ai traitée comme une erreur administrative. L'amiral redressa son uniforme déjà parfait. Le rapport d'évaluation du commandant arrivera à 0800 demain. Je veux que vous le lisiez personnellement et que toutes ces recommandations soient mises appliquées immédiatement. Allocation prioritaire des ressources. Aucune lenteur bureaucratique. Oui, monsieur. Et, lieutenant, il marqua une pause. Ce que vous avez vu aujourd'hui est une leçon de commandement qu'on n'enseigne pas à l'académie. Assurez-vous de la retenir. C'est déjà fait, monsieur. Après avoir quitté l'amiral, Santos prit la direction de ses quartiers, encore incapable de tout assimiler. Alors qu'il traversait la cour, il remarqua une activité inhabituelle autour du bâtiment des communications sécurisées. Des soldats des soldats supplémentaires pour l'ANIA, montément de la garde, et plusieurs civils arborant des accréditations du renseignement entraient dans l'installation. Un jeune enseigne passa en courant, visiblement pressé. Patel, appela Santos. Qu'est-ce qui se passe? Du trafic prioritaire en provenance de Eastcom, monsieur. Quelque chose de sérieux se prépare dans la mer des Caraïbes. Les permissions sont suspendues pour tout le personnel des communications et du renseignement. Liées à la mise à jour de chiffrement. J'en sais rien, monsieur, mais le timing n'est pas une coïncidence. On dit que le commandant de flotte Monroe a demandé le transfert direct de 3 flux satellites de surveillance vers son poste de commandement. Avant que Santos n'ait le temps de poser d'autres questions, l'alerte de la base retentit. Un bip bref suivi d'une annonce mécanique. Attention à tout le personnel, niveau de sécurité, bravo activé. Répétons, niveau de sécurité, bravo activé. Partout sur la base, les mesures de sûreté se mirent en place. Les patrouilles armées doublèrent, les contrôles d'identité se multiplièrent et tout le personnel non essentiel fut renvoyé dans ces quartiers. Le téléphone sécurisé de Santos vibra. Message bref. Rendez-vous au centre de commandement. Priorité alpha. Le centre de commandement bourdonnait d'une activité concentrée lorsqu'il arriva. Les officiers supérieurs se massaient autour des écrans tactiques affichant les schémas du trafic maritime dans la mer des Caraïbes. Au centre, Hensley donnait des ordres précis aux officiers des transmissions. « Lieutenant Santos, rejoignez-nous. » Santos s'avança vers l'écran principal. Des images satellites montraient un cargo civil encerclé par de petites embarcations non identifiées. Navire marchand battant pavillon taïwanais, le Liberty Dawn, expliqua Hensley, actuellement intercepté par des bâtiments sans marquage en eau internationale, 17 membres d'équipage plus 4 passagers non inscrits sur le manifeste. Des scientifiques, précisa le capitaine Marcus Leland, à proximité, des cibles de grande valeur selon le renseignement. Hensley hocha la tête. La situation évolue vers un scénario de prise d'otage potentielle.
Le Eastern Defense Command coordonne les options de réponse. Et notre rôle, monsieur ? Demanda Santos. Soutien et préparation, répondit l'amiral. Le commandant de flotte Monroe a pris le commandement opérationnel depuis son centre mobile. Nous assurons le relais des communications et nous préparons à une éventuelle évacuation médicale des personnes récupérées. À la mention de Monroe, une tension électrique traversa la salle. Tous comprirent soudain que la mise à jour du chiffrement, l'inspection et cette crise étaient liées. Un officier des communications se redressa brusquement. Transmission sécurisée du poste de commandement du commandant de flotte Monroe. Monsieur. Mettez-la en ligne, ordonna Hensley. L'écran principal se transforma pour afficher un flux vidéo crypté. Monroe apparut, cette fois vêtue d'un équipement tactique complet. Derrière elle, des spécialistes s'activaient à leur station dans ce qui ressemblait à un centre de commandement mobile. « Amiral Hensley, dit-elle en inclinant légèrement la tête, nous avons une situation en développement qui pourrait nécessiter les capacités de soutien de votre base. Nous sommes déjà informés de l'incident du Liberty Dawn, commandant. Tous nos moyens sont à votre disposition. Merci, amiral. Nous avons identifié les navires intercepteurs comme appartenant à un groupe non étatique doté d'un matériel de pointe. Aucune revendication pour l'instant, mais nos renseignements indiquent qu'ils visent spécifiquement les passagers non enregistrés. Les scientifiques, confirma Hensley. Exact, monsieur. Leur expertise en technologie sonar en fait des cibles de très grande valeur. Elle détourna brièvement le regard, écoutant une voix hors champ. Nous lançons la réponse option Charlie 3. 2 équipes d'extraction sont déjà en route. Votre base doit se préparer à recevoir d'éventuelles victimes dans les 4 à 6 prochaines heures. Reçu, commandant. Nous serons prêts. Une dernière chose, amiral, ajouta Monroe, sa voix prenant un ton plus grave. La mise à jour de chiffrement que vous avez effectuée aujourd'hui était essentielle à cette opération. L'ancien algorithme avait été compromis. C'est ainsi que ces acteurs ont obtenu les détails du transport des scientifiques. Un murmure parcourut la salle de commandement. Tout prenait sens. L'urgence de l'inspection, la révision du chiffrement, la présence du commandant de flotte, autant de pièces d'un même plan. J'ai recommandé l'inspection de votre base spécifiquement pour pouvoir mettre en œuvre cette mise à jour de sécurité sans éveiller de soupçons au sein de la chaîne de commandement, expliqua le commandant de flotte Layla Monroe. Votre coopération a été déterminante pour la réussite de cette opération. L'amiral Robert Hensley se redressa légèrement. Heureux d'avoir pu être utile, commandant. Nous suivrons vos fréquences pour les mises à jour. Merci, amiral. Monroe. Fin de transmission. L'écran revint à l'affichage tactique du Liberty Dawn. Un silence pesant s'installa, chacun assimilait la portée de ce qu'il venait d'apprendre. Ce qui, au matin, paraissait une simple inspection administrative s'avérait en réalité être une manœuvre de contre-espionnage savamment orchestrée, Monroe utilisant sa visite pour déployer des mesures de sécurité critiques sans alerter d'éventuelles fuites internes. L'amiral Hensley se tourna vers ses officiers. « Vous avez entendu le commandant. Préparez la réception d'éventuels blessés. Équipe médicale en alerte, sécurité maximale. Allons-y. » Le centre de commandement s'anima aussitôt d'une activité intense et disciplinée. Santos prit place au poste des communications, suivant les transmissions des équipes d'extraction, approchant désormais du Liberty Dawn. L'opération se déroula avec une précision qui trahissait des semaines de préparation et une exécution sans faille. À 02h30, le premier rapport tomba. Équipe d'extraction à bord, hostile neutralisé, 4 scientifiques et 14 membres d'équipage récupérés sains et saufs. 3 blessés légers, extraction en direction du point Alpha. Un soupir de soulagement parcourut la salle. Hensley, resté en poste toute la nuit, esquissa un léger sourire. « Excellent travail », murmura-t-il. On ne sut jamais s'il s'adressait à ses équipes sur le terrain ou à Monroe. À l'aube, les équipes médicales se tenaient prêtes sur l'héliport lorsque les silhouettes des hélicoptères apparurent à l'horizon. Les blessés furent transférés avec une efficacité sans faille. Et, parmi les derniers à descendre du dernier appareil, se trouvait le commandant de flotte Layla Monroe. L'air remarquablement calme après une nuit passée à diriger une opération d'extraction complexe. Hensley l'attendait au bord du tarmac. Lorsqu'elle s'approcha, il la salua d'un geste sincère.
sans trace de son assurance théâtrale habituelle. « Commandant » dit-il simplement, « opération réussie. »« Grâce au soutien de votre base, amiral, » répondit-elle en rendant le salut. « Les scientifiques sont en sécurité, et la fuite d'informations est maîtrisée. » Ils marchèrent côte à côte vers le bâtiment de commandement, leur ancienne rivalité remplacée par une complicité forgée dans la réussite opérationnelle. « Je vous dois des excuses pour hier matin, » dit Hensley à voix basse. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle. « Vous avez réagi à des informations incomplètes. Ce n'est pas une faute de commandement, c'est une réalité de notre métier. » Mon attitude était inutilement théâtrale. Monroe esquissa un sourire. « Nous avons chacun notre style de leadership, amiral. Le vôtre vous a bien servi tout au long de votre carrière distinguée. » Ils s'arrêtèrent devant l'entrée du bâtiment. Le soleil levant projetait de longues ombres sur la base. Un nouveau jour, après une nuit d'héroïsme silencieux qui ne serait consigné dans aucun registre officiel. « Peut-être y a-t-il une leçon pour nous deux dans ce qui s'est passé, » suggéra Monroe, sur les apparences, les suppositions et les nombreuses formes que peut prendre un leadership efficace. « Une leçon que je n'oublierai pas de sitôt, commandant, » répondit Hensley. 3 semaines plus tard, la base aéronavale Coronado Bay avait retrouvé son rythme habituel. Les mesures de sécurité renforcées avaient été levées, le personnel du renseignement était reparti et la routine reprenait. Mais, sous la surface, quelque chose avait changé, imperceptible, mais réel. Le lieutenant Miguel Santos s'en rendit compte alors qu'il préparait la salle de briefing pour une nouvelle inspection. La pièce était la même, les chaises alignées avec précision, les dossiers bien ordonnés. Mais l'atmosphère, elle, avait évolué. Les jeunes officiers se déplaçaient avec assurance, non par peur, mais par conviction. L'obsession de l'apparence avait cédé la place à un véritable souci d'efficacité opérationnelle. « Lieutenant » appela le Chief Petty Officer Harris depuis l'autre côté de la salle. « La mise à jour de sécurité des communications est complète, tous les systèmes vérifiés et authentifiés. » « Excellent. » Harris. « Ajoutez-le au dossier de briefing. » Une jeune enseigne s'approcha, uniforme impeccable, mais regard sûr. « Monsieur, les résultats de l'exercice de préparation sont inclus dans la section 4. Les temps de réponse se sont améliorés de 15% depuis le mois dernier. »« Merci, Ensign Rivera. Bon travail. » La porte s'ouvrit et l'amiral Robert Hensley entra. Contrairement à son arrivée triomphale 3 semaines plus tôt, il entra sans cérémonie, saluant d'un signe de tête les officiers présents. « Bonjour, lieutenant, » dit-il à Santos. « Bonjour, monsieur. Nous sommes prêts pour la visite du contre-amiral Thompson. »« Très bien. Tous les chefs de service sont en place ?»« Oui, monsieur. Tous les documents de briefing sont prêts. » Hensley balaya la salle du regard, son œil critique toujours acéré, mais sans cette mise en scène qui autrefois dominait ses inspections. « Bien, » fit-il simplement. « Cette inspection est importante. Le contre-amiral Thompson relève directement du Pacific Fleet Command. Son rapport influencera les allocations de ressources pour le prochain exercice budgétaire. » « Compris, monsieur. » Santos remarqua que, pour la première fois, l'amiral n'avait pas besoin d'affirmer son autorité. Elle se dégageait naturellement. Et quelque part, loin au large, dans le murmure des communications cryptées du Atlantic Special Operations, une voix familière donnait peut-être déjà ses prochains ordres silencieux. Le regard de l'amiral Robert Hensley s'attarda sur l'endroit, au fond de la salle, où le commandant de flotte Lila Monroe s'était tenu ce matin-là. Le matin où tout avait changé. Des nouvelles du bureau du commandant de flotte Monroe au sujet de l'évaluation de suivi dont elle a parlé. « Rien de précis, monsieur, » répondit le lieutenant Miguel Santos. Son aide de camp a indiqué qu'elle est actuellement déployée pour une mission opérationnelle. « Très bien, » fit Hensley sans surprise. « Nous poursuivrons l'inspection d'aujourd'hui comme prévu. » Peu à peu, les officiers arrivèrent, remplissant la salle du murmure feutré des échanges professionnels. Contrairement au silence tendu des inspections précédentes, cette réunion respirait une atmosphère de collaboration active. Les jeunes officiers discutaient directement avec leurs supérieurs, proposant des idées, soulevant des problèmes, sans crainte de se tromper. Le capitaine Marcus Leland entra et s'approcha aussitôt de l'amiral. « Monsieur, le transport du contre-amiral Thompson vient d'atterrir. »
Estimation d'arrivée dans la salle de briefing. 7 minutes. Merci, capitaine. Nous sommes prêts. Hensley se tourna vers l'assemblée. Écoutez-moi tous, le contre-amiral Thompson est ici pour évaluer notre niveau opérationnel, pas notre capacité à faire briller le cuivre ou à aligner des chaises. Concentrez-vous sur le fond, pas sur la forme. Je veux des évaluations honnêtes, de nos forces comme de nos faiblesses. Si nous avons des points faibles, identifiez-les et proposez des solutions. Est-ce clair ? Oui, monsieur, répondit la salle d'une seule voix. Santos nota combien l'attitude de l'amiral avait changé depuis sa rencontre avec Monroe. La mise en scène intimidante avait disparu, remplacée par des attentes claires et un respect mutuel. L'effet sur le moral et l'efficacité étaient évidents, durables. À exactement 09h00, le contre-amiral Thompson entra dans la salle de briefing. Grand, austère, l'énergie contenue d'un homme qui valorise la précision avant tout. « Amiral Hensley », dit-il en tendant la main, « heureux de vous revoir. Bienvenue à Coronado Bay, amiral Thompson. Nous sommes prêts pour votre inspection. » Thompson hocha la tête, observant la salle. « Je comprends que vous avez mis en place d'importantes révisions opérationnelles depuis l'incident du Liberty Dawn. J'aimerais les voir de mes propres yeux. »« Ce sera un honneur, monsieur, » répondit Hensley. « Le lieutenant Santos vous présentera nos protocoles et nos nouvelles mesures de sécurité. » L'inspection se déroula dans un climat de concentration professionnelle. Les chefs de département exposèrent leurs rapports avec franchise, reconnaissant les difficultés autant que les progrès. Le contre-amiral Thompson posait des questions précises, creusant les détails tactiques plutôt que de se limiter aux chiffres. Au centre des communications, il s'arrêta devant le même terminal où Monroe avait, des semaines plus tôt, décelé la faille de chiffrement. La mise à jour Oméga 3 a été appliquée à l'ensemble de la base, demanda-t-il. Oui, monsieur, répondit l'officier des communications. Finalisé 12 heures après la directive initiale. Tous les systèmes fonctionnent désormais sous protocole renforcé. Thompson acquiesça avec satisfaction. Temps de réaction impressionnant. La plupart des installations ont mis 3 à 5 jours à s'adapter. Nous étions fortement motivés, monsieur, répondit Hensley. Le commandant de flotte Monroe a su nous faire comprendre l'urgence. À la mention de ce nom, Thompson jeta à Hensley un regard mesuré. Je n'en doute pas. Ces évaluations ont souvent le don de provoquer une action immédiate. L'inspection se poursuivit toute la matinée, couvrant chaque secteur de la base. À midi, le contre-amiral Thompson réunit les officiers supérieurs dans la salle de conférence pour son compte-rendu préliminaire. Dans l'ensemble, je suis impressionné, déclara-t-il. Les améliorations opérationnelles depuis ma dernière visite sont considérables. Temps de réaction, sécurité, coordination interdépartement, tout montre une nette progression. Merci, monsieur, répondit Hensley. Le mérite revient aux officiers et au personnel qui ont adopté ces changements. Peut-être, concéda Thompson avec un léger sourire, mais des changements de cette ampleur supposent une direction claire. Votre approche du commandement semble avoir évolué, amiral. Hensley soutint son regard. Les événements récents ont offert une perspective précieuse, monsieur. Parfois, il faut être rappelé à la différence entre l'autorité et le leadership. Thompson hocha la tête, comprenant plus qu'il ne répondit. Oui, le commandant de flotte Monroe a cet effet sur beaucoup de ceux qu'elle croise. Il consulta sa montre. D'ailleurs, je crois que nous avons encore un point à l'ordre du jour. Avant que Hensley ne réagisse, le capitaine Leland entra dans la salle. « Monsieur, le commandant de flotte Monroe est arrivé. Elle vous attend dans la salle de briefing principale. » L'amiral se redressa légèrement, surpris. « Je n'étais pas informé de sa visite. » « Une addition de dernière minute à son itinéraire, » expliqua Thompson en se levant. « Allons-y. » Ils se dirigèrent ensemble vers la salle de briefing. Layla Monroe s'y tenait déjà, entourée d'officiers attentifs. Contrairement à leur première rencontre, elle portait désormais un uniforme marqué de son rang et de ses insignes de commandement, simple mais incontestable. Les conversations s'interrompirent à leur entrée et la salle se figea. « Repos, » dit Thompson d'une voix calme. « Continuez, commandant. » Monroe s'inclina légèrement. « Amiral Hensley, amiral Thompson, j'espère ne pas perturber votre programme d'inspection. »« Pas du tout, commandant, » répondit Hensley, un sourire discret aux lèvres. Et cette fois, il n'y avait plus ni scepticisme ni distance,
seulement le respect entre deux officiers qui avaient appris, chacun à leur manière, ce que signifiait réellement commander. « Nous venons de terminer l'évaluation formelle, commandant », confirma l'amiral Robert Hensley. « Votre timing est parfait. »« Parfait, » répondit le commandant de flotte Lila Monroe. « Je suis ici pour assurer le suivi des changements opérationnels mis en place après ma dernière visite, et pour remettre quelque chose en main propre. » Elle se tourna vers l'assemblée d'officiers. « Il y a 3 semaines, cette base a joué un rôle décisif dans l'extraction de 4 scientifiques et de 17 membres d'équipage du cargo Liberty Dawn. Votre mise en œuvre rapide des nouveaux protocoles de sécurité a empêché une catastrophe de renseignement et a contribué directement au succès de l'opération. » Les officiers l'écoutaient avec une attention absolue. Pour beaucoup, c'était la première reconnaissance officielle de leur participation à une mission classifiée. « Ce que la plupart d'entre vous ignorent, » poursuivit Monroe, c'est que l'incident du Liberty Dawn n'était qu'un élément d'une opération de contre-espionnage plus vaste. Les scientifiques exfiltrés de ce navire ont depuis fourni des informations essentielles, permettant de neutraliser un réseau d'espionnage sophistiqué opérant dans toute la région atlantique. Elle fit un signe à son aide, qui distribua des dossiers scellés à l'amiral Hensley, au contre-amiral Thompson et à plusieurs officiers supérieurs. Ces documents contiennent les parties déclassifiées du rapport d'opération. Votre contribution peut désormais être reconnue comme il se doit, même si certains détails doivent rester confidentiels. Monroe se tourna ensuite directement vers Hensley. « Amiral, la performance de votre base durant cette opération a été reconnue au plus haut niveau du commandement. Le chef des opérations navales m'a chargé de vous remettre cette citation, à vous et à votre personnel. » Elle lui tendit un document officiel portant le sceau du CNO. L'amiral l'accepta, visiblement surpris. « Merci, commandant. Je ne m'y attendais pas. »« C'est amplement mérité, » répondit-elle. « Votre capacité d'adaptation face à l'évolution rapide des exigences opérationnelles a été exemplaire, et plus encore, votre volonté de remettre en question les méthodes traditionnelles au profit de solutions plus efficaces. » La référence subtile à sa propre transformation ne passa pas inaperçue, ni pour lui, ni pour les officiers qui avaient assisté à leur affrontement 3 semaines plus tôt. Le leadership, observa Hensley, consiste parfois à reconnaître quand nos vieilles habitudes ne servent plus la mission. Votre visite m'a offert cette opportunité. Monroe esquissa un léger sourire. L'apprentissage mutuel est la marque d'une chaîne de commandement efficace, amiral. Elle se tourna de nouveau vers l'ensemble du groupe. J'ai examiné les améliorations mises en œuvre depuis ma dernière inspection. Les résultats sont impressionnants. Les temps de réaction se sont améliorés, la sécurité renforcée et la coordination interdépartement est nettement plus fluide. Le contre-amiral Thompson acquiesça. Mon évaluation aboutit aux mêmes conclusions. Amiral Hensley, vous avez mené des progrès substantiels sur tous les plans. Ce n'est pas surprenant, ajouta Monroe. Le parcours de l'amiral parle de lui-même, 30 années de service exemplaire et un talent certain pour former des officiers capables. La reconnaissance, venant de celle qui avait autrefois mis en lumière ses failles, résonna comme un cercle enfin bouclé. Hensley inclina légèrement la tête, acceptant la courtoisie avec respect. « Ce qui m'amène à la seconde raison de ma visite, » poursuivit Monroe. Elle se tourna vers le fond de la salle. « Lieutenant Miguel Santos, en avant, je vous prie. » Surpris, Santos s'exécuta, se plaçant devant les commandants, au garde-à-vous, un mélange de confusion et de gravité sur le visage. « Lieutenant Santos, » commença Monroe d'une voix formelle, « vos actions pendant l'opération Liberty Dawn ont démontré un jugement exceptionnel, une initiative remarquable et un sens du devoir exemplaire. Votre mise en œuvre rapide des protocoles de sécurité a directement contribué à la réussite de la mission. » Elle sortit une petite boîte de sa poche. « Par autorité du secrétaire à la marine, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille de la marine et du corps des Marines pour vos actions. » Un silence respectueux tomba sur la pièce lorsqu'elle ouvrit la boîte, révélant la médaille. Hensley s'avança. « J'appuie pleinement cette distinction, » dit-il. « Le lieutenant Santos incarne les qualités que nous cherchons à cultiver chez tous nos officiers. » Lorsque Monroe épingla la médaille sur son uniforme, le moment dépassa la simple reconnaissance individuelle. Pour les jeunes officiers présents, c'était le symbole tangible du lien entre leurs tâches quotidiennes et les grandes opérations invisibles qui assurent la sécurité du pays.
Merci, commandant, dit Santos, la voix posée malgré son émotion. Je n'ai fait que mon devoir. Les meilleures décorations, lieutenant, vont toujours à ceux qui ne font que leur devoir, répondit Monroe. Ce ne sont pas les circonstances extraordinaires qui révèlent le caractère, mais la manière dont nous accomplissons nos responsabilités ordinaires. Une fois les présentations formelles achevées, la réunion prit un ton plus détendu. Des officiers vinrent interroger Monroe sur des points techniques, cherchant son avis sur les opérations. Contrairement à leur première rencontre, où son autorité avait frappé comme une révélation, il s'adressait à elle désormais avec un respect calme, naturel, presque familier. Hensley observait la scène avec attention, conscient du chemin parcouru, de la transformation silencieuse de sa base et de lui-même. À ses côtés, Santos, encore sonné par l'honneur qu'il venait de recevoir, murmura « Merci, monsieur. C'est inattendu. » « Les meilleures reconnaissances le sont toujours, » répondit Hensley. Son regard se posa sur Lila Monroe, entourée de jeunes officiers suspendus à ses paroles. Il esquissa un sourire discret. Elle a ce don, lieutenant, celui de percevoir le potentiel là où d'autres ne verraient rien. Et, à cet instant précis, Robert Hensley comprit que certaines leçons de commandement ne s'enseignent pas. Elles se vivent. « Oui, monsieur, » dit Santos. « Elle semble remarquer des choses que les autres ne voient pas. » « Une qualité essentielle chez un leader, » répondit l'amiral Robert Hensley, « et une que j'ai été rappelé à cultiver plus consciemment. » À l'autre bout de la salle, le contre-amiral Thompson les rejoignit. « Une journée fructueuse, je dirais, » lança-t-il avec satisfaction. « En effet, monsieur, » répondit Hensley, « la base a fait des progrès remarquables. » Thompson baissa légèrement la voix. « Robert, je te connais depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu ton commandement fonctionner aussi efficacement qu'aujourd'hui. Quelles que soient les leçons que tu as tirées de la visite du commandant de flotte Monroe, elles t'ont clairement servi. » Avant qu'il ne puisse répondre, Lila Monroe s'approcha du groupe. « Messieurs, je crains de devoir vous quitter. Des affaires opérationnelles réclament mon attention ailleurs. »« Bien sûr, commandant, » dit Thompson avec un sourire. « Votre visite a été, comme toujours, des plus instructives. »« Amiral Hensley, » ajouta-t-elle, « j'ai laissé à votre état-major un rapport complet d'évaluation. Vous y trouverez plusieurs recommandations d'amélioration, mais ce sont des suggestions, non des directives. Votre commandement fonctionne à un niveau exceptionnel. »« Merci, commandant. Vos observations sont toujours précieuses. » En se dirigeant ensemble vers la sortie, Hensley se mit à marcher à ses côtés. « Commandant, puis-je vous poser une question personnelle ? » ?»« Bien sûr, amiral. » Ce premier jour, lorsque j'ai publiquement remis en cause votre rôle et votre grade, pourquoi ne m'avoir pas corrigé immédiatement ? Vous en aviez tout à fait le droit et l'autorité. Monroe réfléchit un instant avant de répondre. « Dans mon expérience, amiral, dire à quelqu'un qu'il a tort ne change pas grand-chose. Lui laisser la possibilité de le découvrir par lui-même, en revanche, conduit souvent à une transformation plus profonde. » Hensley hocha lentement la tête. « Une approche risquée. J'aurais pu continuer ma performance théâtrale, indéfiniment. »« J'en doute, » répondit-elle avec un léger sourire. « Vous êtes trop bon officier pour ignorer la vérité lorsqu'elle se présente. Votre dossier montre une capacité d'adaptation constante tout au long de votre carrière. Le fait qu'elle ait reformulé sa conduite passée comme adaptation plutôt que humiliation lui rendit une dignité professionnelle qu'il apprécia. Et puis, ajouta-t-elle, parfois, la démonstration la plus efficace de l'autorité consiste à savoir qu'on n'a pas besoin de la faire valoir. » Ils arrivèrent à l'entrée de la base où le véhicule de Monroe les attendait. « J'ai hâte de poursuivre notre collaboration, amiral. Votre base occupe une place vitale dans notre architecture de sécurité régionale. »« Le sentiment est réciproque, commandant. Vos analyses opérationnelles nous ont été inestimables. » Elle lui tendit la main, qu'il serra avec un respect sincère. « À la prochaine, amiral. Bon vent et mer clémente, commandant. » Le véhicule s'éloigna, laissant Hensley debout quelques secondes avant qu'il ne regagne le bâtiment principal. De retour à l'intérieur, il trouva le lieutenant Miguel Santos supervisant la fin des activités d'inspection. « Lieutenant, dès que vous aurez terminé ici, rejoignez-moi dans mon bureau. »« Oui, monsieur. » 1 heure plus tard, Santos se présenta. L'amiral était assis derrière son bureau, parcourant le rapport d'évaluation de Lila Monroe.
Lieutenant, dit Hensley, j'ai réfléchi à vos performances au cours des 3 dernières sautes humaines. Votre gestion des protocoles de sécurité durant l'opération Liberty Dawn a été exemplaire, tout comme votre coordination des améliorations qui ont suivi. Merci, monsieur. L'amiral posa le dossier. Je vous recommande pour une promotion anticipée au grade de lieutenant-commandant. Votre dossier passera devant la prochaine commission avec mon appui personnel. Santos se redressa, pris de court. Monsieur, c'est un honneur. Mais mon ancienneté est bien en dessous du seuil habituel. Le commandant de flotte Monroe a formulé la même remarque sur votre potentiel. Son évaluation a un poids considérable, et votre performance pendant une opération critique aussi. La recommandation est déjà validée par le contre-amiral Thompson. Je ne sais que dire, monsieur. Dites simplement que vous continuerez à devenir un officier qui comprend que le leadership ne repose pas sur le grade ou les décorations, mais sur le discernement et l'impact. Je le ferai, monsieur, merci. Hensley s'adossa à son fauteuil. La visite du commandant, il y a 3 semaines, a été éclairante pour nous tous. Une réévaluation nécessaire de nos priorités et de nos perspectives. Beaucoup d'entre nous, surtout les jeunes officiers, ont changé leur vision du commandement, dit Santos. Voir quelqu'un imposer le respect par la compétence plutôt que par la crainte, c'était formateur. Le visage de l'amiral prit une expression pensive. J'ai bâti ma carrière sur un style de commandement particulier, théâtral, comme le commandant l'a gentiment formulé, efficace, certes, mais pas toujours idéal pour former la prochaine génération d'officiers. Il désigna le document de citation remis plus tôt par Monroe. Cette reconnaissance ne concerne pas seulement l'opération Liberty Dawn, elle salue aussi les améliorations opérationnelles qui ont suivi sa visite, et le changement de culture qui s'est opéré ici. Des changements significatifs et nécessaires, monsieur, confirma Santos. Oui, admit Hensley, la nature des opérations navales évolue. Les dirigeants dont nous aurons besoin demain ne correspondront peut-être plus au modèle traditionnel. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la base s'étendre sous un soleil couchant. Des officiers et des marins vaquaient à leurs tâches, portés par un sens renouvelé du devoir. Lieutenant, demanda-t-il, quelle a été, selon vous, la leçon la plus précieuse de la visite du commandant de flotte ? Santos réfléchit quelques secondes avant de répondre. Que l'autorité et le pouvoir ne sont pas la même chose, monsieur. L'une vient du grade, l'autre se mérite par la compétence et le caractère. Hensley hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. Bien dit, repos, lieutenant, ou devrais-je dire lieutenant-commandant ? Pas encore, monsieur, répondit Santos avec un sourire, mais je travaillerai pour la mériter. Je n'en doute pas, répondit l'amiral Robert Hensley avec un sourire discret. 6 mois plus tard, le lieutenant-commandant Miguel Santos supervisait les préparatifs de l'inspection trimestrielle de préparation. Les procédures étaient familières, mais l'atmosphère avait définitivement changé. Les jeunes officiers travaillaient avec une assurance tranquille, plutôt qu'une précision anxieuse. Les officiers supérieurs donnaient des directives claires au lieu d'entretenir une tension fondée sur la crainte. Alors qu'ils vérifiaient les derniers détails, une jeune enseigne fraîchement affectée s'approcha. « Monsieur, est-il vrai que l'amiral Hensley était différent avant la visite du commandant de flotte Monroe ?» Santos leva les yeux de sa checklist. « Différent comment, enseigne ?» Certains officiers, qui étaient déjà ici, disent donc qu'il était plus théâtral, plus concentré sur les apparences que sur le fond. L'amiral a toujours été un excellent commandant, répondit diplomatiquement Santos, mais les styles de leadership évoluent avec le temps. Les meilleurs officiers savent adapter leur approche aux besoins du moment. Et le commandant de flotte Monroe. Les histoires à son sujet sont presque devenues légendaires à ce stade. Santos esquissa un léger sourire. Le commandant Monroe est en effet une officier remarquable, mais ce qu'il faut surtout comprendre à son propos, ce n'est pas son grade ni ses opérations classifiées. C'est sa conception du leadership. Que voulez-vous dire, monsieur ? Qu'elle démontre que la véritable autorité n'a pas besoin d'être sans cesse affirmée, que le pouvoir le plus efficace est souvent le plus discret, et que le leadership ne se mesure pas à la force de la voix, mais à l'impact des actions. L'enseigne hocha la tête, songeuse. « J'aurais aimé être là pour voir ça, monsieur. »
Vous en voyez les résultats chaque jour, répondit Santos. Dans la façon dont ce commandement fonctionne aujourd'hui, dans les standards que nous maintenons, non pas par peur d'une inspection, mais parce que nous en comprenons la raison d'être. Il redressa machinalement une chaise déjà parfaitement alignée, un reste de ses habitudes d'ancien lieutenant. La plus précieuse leçon du commandant Monroe, conclut-il, ne concernait ni le grade ni le protocole. Elle nous a appris que, parfois, la personne la plus puissante dans une pièce est celle qui n'a pas besoin de le prouver. À l'autre bout de la base, l'amiral Robert Hensley se tenait dans son bureau, relisant la dernière évaluation opérationnelle du Pacific Fleet Command. Le rapport mettait en avant Coronado Bay Naval Air Station comme un modèle d'efficacité et de performance, saluant notamment une culture de commandement qui alliait rigueur et autonomie. Son aide entra avec un message sécurisé. Monsieur, communication du bureau du commandant de flotte Monroe. Hensley accepta le document et le lut attentivement. Il sollicite notre soutien pour une prochaine opération conjointe, précisa l'aide, et demande spécifiquement que le lieutenant-commandant Santos soit affecté en tant qu'officier de liaison. Autorisez-vous, monsieur ? L'amiral esquissa un sourire. Bien sûr, le commandant Monroe a l'œil pour repérer les talents, et Santos a mérité cette opportunité. Plus tard dans la journée, Hensley trouva Santos au centre des opérations. Lieutenant-commandant, félicitations. Vous êtes affecté à une mission spéciale au sein de l'équipe d'opération conjointe du commandant de flotte Monroe. Santos afficha d'abord la surprise, puis un sérieux professionnel. Merci, monsieur. Puis-je demander la nature de cette mission ? Classifiée, bien entendu, répondit Hensley avec un sourire en coin, mais connaissant le commandant, elle sera à la fois exigeante et déterminante. Il lui tendit les ordres officiels. Vous partez la semaine prochaine. Son aide de camp vous donnera les détails. Santos prit les documents avec respect. Je suis honoré, monsieur. Vous l'avez mérité, lieutenant-commandant, dit simplement Hensley. N'oubliez pas ce que vous avez appris ici sur le véritable leadership. Cela vous servira sous les ordres du commandant Monroe. Je n'y manquerai pas, monsieur. Lorsque Santos quitta le bureau, ordre en main, Hensley resta un instant pensif. Ce qui avait commencé comme un moment d'humiliation publique s'était transformé en catalyseur d'un changement profond, non seulement dans les procédures de la base, mais dans la philosophie même du commandement. L'inspection du lendemain se déroulerait sans mise en scène théâtrale. Elle porterait sur l'essentiel, la compétence, la responsabilité et le développement d'officiers capables de distinguer le rang de la crédibilité, l'autorité imposée, du respect mérité. Hensley pensa au commandant de flotte Leila Monroe, quelque part dans le monde, sans doute en train de diriger une nouvelle opération classifiée. Toujours discrète, toujours efficace, façonnant le cours des événements sans chercher la reconnaissance publique. Le souvenir de leur première rencontre, autrefois source d'embarras, était devenu le point de bascule d'une carrière et d'un commandement. Dans la salle de briefing, les jeunes officiers achevaient les préparatifs. Leurs mouvements étaient précis, mais sereins. Les chaises alignées, non par obsession du détail, mais au service de la fonction. Les exposés portaient sur des capacités réelles, pas sur des apparences soigneusement polies pour impressionner. En observant cette transformation, l'amiral Hensley éprouva une fierté calme. Les victoires les plus significatives du leadership ne se gagnent pas par l'intimidation ni par le spectacle, mais par la culture patiente de la compétence et du caractère. Le commandant de flotte Monroe l'avait prouvé, non par des mots, mais par l'exemple. En une seule matinée, elle avait changé son commandement plus profondément que des années d'inspection et de protocole n'auraient pu le faire. Parfois, les leçons les plus puissantes viennent des enseignants les plus inattendus. Et souvent, la véritable autorité parle bas, mais change tout.